Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir donc, pour un webinaire consacré au grand oral, donc l'épreuve du concours d'entrée à l'École nationale supérieure de sécurité sociale. On est tous ici présents, élèves de la 65e promotion. On se présentera juste après. Et on est tous membres du dispositif accompagnement au concours N3S par les élèves. L'idée de ce soir, c'est de vous présenter l'épreuve du grand oral, de revenir sur les détails, de vous donner des conseils et de vous donner nos retours d'expérience sur cette épreuve par laquelle on est tous passés. Avant de commencer, deux points qui sont importants. La première, c'est de dire, donc, comme l'a dit Elric, c'est enregistré. Donc, ce webinaire est enregistré. Il pourra être revu ensuite sur la chaîne YouTube. Et la deuxième chose, c'est de dire que c'est une initiative qui est portée par les élèves et non pas par l'école. Elle est entièrement indépendante et ne se substitue pas aux préparations existantes, notamment celles proposées par l'Institut 410, les universités et les IEP. Donc, je vous propose qu'on se fasse un petit tour de table pour se présenter chacun et dire par quelle voie du concours on est entré à l'école. Peut-être commencer par Céline. Oui, bonjour. Donc, Céline Carolo. Je suis arrivée via le troisième concours. Bonjour à tous, je m'appelle Chanel Marofoli et je suis élève externe. Bonjour à tous, je m'appelle Georges Miquel et je suis également élève externe. Donc, rebonjour, je m'appelle Sébastien Tessuto et je suis issu du troisième concours, comme Céline. Bonjour, Élie Flandrin, et moi j'ai passé le concours en interne. Bonjour, Lisa Tassil, élève interne également. Et rebonjour, moi je suis Elric L et je suis également élève interne. Du coup, je vous propose qu'on commence directement par le rappel un petit peu de la structure de l'épreuve. Donc, peut-être les internes d'abord, puisqu'on n'a pas, les structures ne sont pas tout à fait les mêmes et les coefficients pas les mêmes pour chaque concours. Concernant les internes, Alors, concernant les internes, en fait, c'est en deux temps. Tout d'abord, les 10 premières minutes sont dédiées à vous. C'est-à-dire que vous allez présenter votre projet professionnel, vous allez vous présenter, vous allez donner vos expériences professionnelles précédentes si vous en avez, vos motivations à intégrer l'école, votre vision du management. Après, c'est libre, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de plan prévu à l'avance. Vous pouvez faire différentes parties. Donc ça, c'est les 10 premières minutes. Et ensuite, vous avez 20 minutes de questions-réponses. Vous avez un jury. Alors l'année dernière, c'était 7 personnes en tout qui sont devant vous et qui vont vous mitrailler de questions. Voilà. Ça, c'est pour la structure du grand oral. pour les internes, peut-être rappeler le coefficient. Alors, coefficient 7. Coefficient 7. Pour les externes. Donc pour les externes, on a quelque chose de semblable, à la différence qu'on a un coefficient 8. Aussi, c'est important de noter parce que je sais qu'on m'a parfois posé la question, vous allez devoir, une fois que vous serez admissible et que vous aurez connaissance de votre admissibilité, vous aurez un CV à envoyer ainsi qu'une lettre de motivation. Donc ça, vous pouvez le préparer en amont. Mais donc, il ne conserve pas forcément le CV qui a été initialement envoyé lors de votre candidature. Donc, si vous avez fait des stages entre-temps, notamment pendant cette période estivale, c'est le moment de la valoriser de les valoriser sur votre CV. Mais donc oui, sinon c'est plus ou moins la même chose, à la différence également qu'on n'a pas le même jury que le concours interne. Après, les questions sont forcément orientées différemment pour les externes, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. On a aussi CV, lettre de motivation, hein, bien sûr. Ouais, Je l'avais pas on précisé. va en reparler un petit peu juste après. Et le troisième concours. Et pour le troisième concours, le grand oral est une épreuve essentielle pour réussir le concours. D'abord parce que le coefficient est important, c'est un coefficient 8, alors proche de celui de l'interne et équivalent à celui de l'externe, mais en sachant que comme les épreuves écrites sont sur un coefficient 4 pour chacune des épreuves, le poids de l'oral compte autant que l'écrit. Et donc, ça permet de rattraper les notes moyennes ou de revaloriser des notes d'écrit de manière assez pratique. Ensuite, l'épreuve pour le concours, pour le troisième concours, l'épreuve orale dure 45 minutes, donc elle est plus longue. Tout va très vite et on n'a qu'une seule occasion pour convaincre, pour faire une bonne impression. Et on n'a pas d'autre épreuve orale pour se rattraper. Donc, tout se joue à l'oral.
Donc, il est fondamental de s'y préparer et donner le meilleur de soi-même. Et pour information, l'année dernière, on était 18 à passer l'oral pour 3 places. Donc 18, ça paraît pas beaucoup, mais en même temps, pour 3 places, les places sont chères. En sachant qu'il y a une liste complémentaire. Donc en fait, c'est 3 sur la liste principale et 3 places aussi sur la liste complémentaire qu'il ne faut pas négliger non plus. Voilà, et dans la structure, donc, on a une présentation en 10 minutes et un jeu de questions-réponses sur 35 minutes. Exactement. Et ben, peut-être qu'on peut enchaîner sur justement la construction du CV et de la lettre de motivation. On peut faire pareil si vous voulez, interne, externe, 3C, si on a des conseils à donner. Chanel avait commencé déjà un petit peu. Vous avez des conseils? Je peux prendre. Donc sur le CV et la lettre de motivation, c'est important de s'y prendre maintenant, si ce n'est pas déjà fait, et de commencer. Le plus important, c'est en fait de construire son projet professionnel et d'argumenter, c'est-à-dire de trouver des arguments qui vont venir appuyer le projet professionnel et faire le lien. Alors, je parle pour les internes avec votre expérience passée, c'est-à-dire que votre projet professionnel, en fait, il doit être à l'opposé de vos fonctions actuelles. Je prends un exemple, si vous travaillez en CAF, ne dites pas que vous voulez retourner en CAF. Il faut prendre l'URSSAF, CARSAT, et si vous étiez dans des fonctions support, c'est bien de dire que vous voulez aller sur une fonction plutôt côté production. La lettre de motivation, il va falloir la faire, la refaire, parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir votre version définitive et totalement aboutie dès le premier effet, c'est absolument impossible. Et même, je conseillerais justement de la retravailler, de faire un premier jet, de la laisser de côté, de se re-questionner, de laisser infuser et de la reprendre un peu au clair pour justement essayer de balayer toutes les dimensions et il faut vraiment que ça parle. Alors c'est difficile, hein, c'est l'exercice sans doute le plus difficile, c'est qu'il faut que ça soit structuré, mais qu'en lisant votre CV ou votre lettre, plutôt la lettre de motivation, on ait l'impression que vous donnez à voir quand même votre personnalité, votre caractère, vos envies et que ça soit construit et logique. Et ça, c'est pour moi, ça a été le plus compliqué à faire. En complément, nombre d'internes sont dans la prépa 4-10, qu'on a suivi également. En fait, au cours de l'été et puis en septembre, avant les oraux, vous allez souvent refaire votre lettre de motivation et votre CV jusqu'au dernier instant, en fait. Et alors, je vais plus intervenir sur la forme, parce que la forme est importante aussi. Le CV, il est codifié, c'est-à-dire que il va falloir faire très attention à ce que vous mettez dedans, parce qu'en fait, il y a un enjeu au niveau du grand oral. Le CV, il est intéressant parce que sur certains points, il va potentiellement appâter le jury. Quand vous posez des questions-réponses, l'idée en fait du grand oral, c'est que vous avez 20 minutes de questions-réponses, et l'idée, c'est que vous allez essayer, voilà, d'appâter sur certains points précis pour gratter sur ces 20 minutes pour pas avoir d'autres questions que vous n'avez pas pu anticiper. Voilà. Et donc, sur le CV, je pense notamment au hobby, parce qu'on nous a souvent parlé de ça à la prépa. Ne mettez pas, par exemple, lecture, randonnée, voyage, quoi. Il va falloir être plus précis. Ou alors, attendez-vous à ce que vous ayez des questions que vous anticipiez à l'avance. C'est-à-dire, si vous mettez livre, lecture, ils vont vous dire bah, quel est le dernier livre que vous avez lu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce livre, qu'est-ce qu'il peut apporter à la sécurité sociale, enfin quels sont les liens avec la sécurité sociale, etc. Donc le fond est important, certes, mais la forme l'est tout autant. Voilà. Il y a une question peut-être de Nicolas Jean-Baptiste. Le projet professionnel passe par la vision des postes visés des organismes souhaités sur quelle temporalité? 3-5 ans. Alors, le projet professionnel, il faut qu'il soit assez abouti et détaillé. En effet, il faut se projeter à la fois sur une branche et sur une fonction. En général, c'est plutôt cadre stratégique parce que, par expérience pour les internes, ils n'aiment pas trop, sauf profil exceptionnel, qu'on se projette sur des postes d'agent de direction, mais je passe sous la réserve de mes camarades internes. Mais selon l'expérience et surtout si vous avez fait que très peu de management, voilà, ne pas viser trop haut et être assez lucide et revoir ses ambitions à la baisse, plutôt viser un poste de cadre stratégique. En tout cas, je pense que c'est des discours qu'on va déporter notamment à l'ICADIS.
Mais même s'il y a beaucoup d'expérience de management, c'est risqué de se lancer dans un projet d'agent de direction en sortie. Il faut vraiment rester sur du cas stratégique, peu importe le profil. Voilà. Et oui, voilà le poste, la fonction et dans quel organisme. Et oui, vous pouvez rajouter éventuellement une temporalité de dire, bah oui, j'envisage d'évoluer sur un poste de cadre stratégique sur une durée de 3 ans, faire des problèmes au management, etc. Et ensuite pouvoir construire des bases solides pour me projeter ensuite sur un poste d'agent de direction d'ici, à horizon 5 ans. Ça, c'est possible. Mais le plus important, c'est quand même le poste et la branche. Je rebondis sur ce que disait Lisa. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les prendra au fur et à mesure, hein, à les écrire. Pour les- Ça a été clair. En complément simplement de ce que disait Ellie, ce qui était très important, c'est de savoir que votre CV va être scruté. C'est comme si vous donnez des éléments au jury pour qu'il vous pose des questions. Du coup, quand vous finissez votre CV, c'est très important de le relire et d'anticiper les potentielles questions qui peuvent tomber. Sur les hobbies, sur les loisirs, moi j'avais mis par exemple que j'avais remporté un concours d'écriture et que j'aimais beaucoup la musique classique et j'ai eu des questions sur les deux et pas sur d'autres points qu'on pouvait penser plus importants dans le CV. Et du coup, c'est surtout un moyen de discuter avec le jury et d'être agréable aussi. Donc, vraiment, si c'est un sujet que vous aimez beaucoup, lâchez-vous, montrez votre amour envers le sujet, entre guillemets, tout en restant assez courtois. Et je pense que ça peut le faire. En tout cas, moi, ça a permis d'avoir 10 dernières minutes très agréables avec le jury. Moi, j'ajouterais également que dans votre lettre de motivation, il faut, donc effectivement, comme Lisa l'a évoqué, il faut la travailler, mais faites attention à ne pas faire de réitération en fait avec votre grand oral, parce que ça, c'est un petit peu le risque aussi pour les externes hein, notamment, de vouloir dire quelque chose de très similaire. Or, c'est l'opportunité de mettre l'accent sur des points qui vont pas être abordés à l'oral. Donc, construisez votre lettre de motivation en même temps que vous construisez votre grand oral et n'hésitez pas à faire relire et à s'entraîner pour le grand oral hein, de manière générale pour pouvoir avoir du recul sur votre présentation à la fois écrite et orale. Et puis, comme l'a évoqué Lisa, pardon, mais c'est très important, c'est la personnalisation en fait de votre lettre de motivation, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance d'avoir un style très neutre, très administratif, ou alors qui fait pas assez part de notre personnalité. Et ça, c'est quelque chose que le jury apprécie également, je pense. Donc, c'est aussi important d'évoquer cet aspect-là. Sur les troisièmes concours, donc il y a une petite particularité, c'est que quand vous avez candidaté, vous avez envoyé une note de réalisation probante. Il peut être intéressant que votre lettre de motivation fasse référence légèrement à ces notes de réalisation probante, c'est-à-dire sans le détailler, mais revenir sur certaines. Je reprendrai ce que disait Georges. Tout ce que vous écrivez dans votre CV ou dans votre lettre de motivation peut être un bâton ou une carotte pour le jury. Tout ce que vous écrivez dedans. Ils vont venir piocher. Ça peut parfois être un avantage, ça peut parfois être un inconvénient, mais ayez conscience que tout ce qui est écrit dedans servira au jury qui pourra rebondir dessus. Et peut-être une dernière chose que je répéterai aussi, moi on m'a toujours dit, le grand oral, il ne faut pas le voir comme un oral, il faut le voir comme un entretien d'embauche. C'est vraiment ce qu'on m'a répété et je pense que c'est vraiment important même dans la lettre de motivation. Les gens en face vont se poser la question, je pense que c'est vrai pour les internes et les externes, mais c'est presque encore plus vrai pour les troisièmes concours. Ils vont se dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas? Et c'est quelque chose à avoir en tête quand on écrit sa lettre de motivation et la manière dont on dispose son CV pour pouvoir l'envoyer. Ça, c'est une, si tu voulais. Je pense que tout a été dit. Voilà, il faut savoir que le jury prépare et travaille réellement les dossiers en amont. Donc, quand ils arrivent, ils savent déjà ce qu'il y a dans votre dossier. D'où le fait qu'il ne faut pas forcément répéter à l'oral, d'où le fait que ce que disait Chanel, c'est-à-dire qu'il faut préparer l'ensemble en même temps, c'est-à-dire à la fois l'oral, la lettre de motivation, le CV, et tenir compte de la note de réalisation probante qui a été envoyée. Et voilà. Rien de plus. Ok, je crois qu'il y a une petite question. Oui, il y a une autre question, mais peut-être qu'on peut l'aborder. C'était pour la structuration du grand oral, mais je crois que c'est prévu. Ouais. Bah, c'est le sujet juste après, c'est construire sa présentation personnelle. Et ben vas-y. Bah oui, je peux. Alors, donc là, c'est pour les 10 minutes, hein, c'est Oui, ça de. Exactement. Ok. Ouais, présentation personnelle. Alors, il y a plusieurs écoles.
pour préparer les 10 minutes. Soit on part d'un discours qu'on écrit, voilà, sur papier, et puis on le répète encore et encore, ce que je ne pense pas être la bonne solution. Personnellement, j'avais en fait fait les 10 minutes, mais au fur et à mesure, j'avais pas écrit de discours en fait, c'était un peu le raisonnement à l'envers, c'est-à-dire que je devenais robotique à la fin, parce que je le répétais tellement que à la fin ça devenait robotique, mais j'avais rien écrit sur le papier, etc. Par contre, derrière, en fait, il faut s'entraîner sur être entre 9 minutes 30 et 10 minutes, pas une seconde de plus, parce que le jury, il est très très vigilant et vous perdez des points quand vous dépassez les 10 minutes, ce qui est dommage. Après, sur la construction, sur le plan, peut-être avant de passer là-dessus, il faudrait rappeler le fait d'être clair, simple, honnête, efficace. Parce que, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, enfin, en tout cas pour des collègues qu'on avait à la prépa, c'est que parfois, ils pouvaient avoir un discours un peu pompeux. Le terme est un peu fort, mais en fait, le jury va vous écouter pendant 10 minutes. Si vous avez trop de termes techniques, si vous allez trop dans la technicité de vos expériences professionnelles précédentes, dans les réalisations probantes, hein, ce qui est écrit dans le chat, en fait, vous allez perdre le jury. Et c'est dommage parce que les 10 minutes, c'est justement pour vous et c'est vraiment à votre avantage, c'est à votre main. Donc pour la structuration, alors ça dépend de chacun, mais en fait, il y a plusieurs items, on va dire, à aborder dans les 10 minutes. La motivation à être agent de direction par la suite, parce que c'est quand même ça qui est visé. Le projet professionnel, bien sûr. Je noterai d'ailleurs que pour les internes, il est toujours appréciable, mais je crois que pour les externes aussi d'ailleurs, de faire un petit stage ou d'aller voir voilà, le quotidien d'un agent de direction pendant plusieurs jours, ou au moins un jour à minima, et de l'aborder dans le 10 minutes. C'est toujours plaisant et je crois même que ça a été repris dans leur rapport du jury de l'année précédente comparativement à l'année d'avant. Même pour les 3C. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'école? Qu'est-ce que l'école peut m'apporter? La vision du manager, enfin de l'agent de direction, donc sur l'opérationnel et le stratégique. Souvent, on oublie un des deux, voire même peut-être les deux, ça c'est regrettable. Donc voilà, il faut vraiment préparer cela. Et puis ensuite, eh ben, tout simplement, il faut se présenter le plus simplement possible. Il y a différentes façons de se présenter. Pour ma part, j'avais fait une frise chronologique. C'est-à-dire, voilà, j'étais à la compta avant, puis ensuite j'étais contrôleur. Et en fait, j'avais axé mon discours sur la déontologie et l'éthique. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter aussi, c'est que quand vous faites un discours sur une valeur forte, derrière, le jury potentiellement va vous poser des questions pour savoir si vous êtes en accord avec vos valeurs. Petite illustration très rapide. Quand j'ai axé sur l'éthique et la déontologie, on m'avait posé la question, si vous avez un collègue contrôleur qui fraude, vous faites quoi? Bon, je n'allais pas dire oui, enfin, que je n'avais pas laissé passer la chose. Et j'étais contrôleur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prévient le N+1 que c'est une situation inacceptable. Parce qu'en plus, on est agent assermenté, donc on n'a pas à frauder. Voilà. Et le jury, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous titiller. Il va vous poser plusieurs fois la question pour savoir si vous restez droit dans vos bottes ou pas. Donc, la question qui m'avait été posée après, c'est ouais, mais vous n'êtes pas un peu dur si c'est la première fois et tout. Enfin, non, on reste en accord avec le discours qu'on a présenté juste avant. C'est très important. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous présentait à l'Institut 410, mais c'est quand même important de le noter, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Question nuancée, oui, quand du coup j'en profite pour répondre aux questions. Enfin, je vais tenter et compléter Ellie. C'est très clair. En fait, en tout cas pour les internes, les externes aussi, il y a un référentiel leader, je crois que vous en a parlé, et ils vont vous dire qu'en fait, dans le cadre de votre préparation de l'écrit, c'est important de se référencer aux compétences attendues pour un futur agent de direction. Donc l'objectif dans votre préparation, c'est de le prendre en compte parce que vous avez plein de compétences, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a un certain nombre, et il est bien évident que vous ne les avez pas tous développés. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire le lien entre un potentiel des compétences que vous avez développées et de laisser entrevoir au jury que vous avez le potentiel pour développer les autres compétences du leader.
et en fait de le ramener à votre expérience et à votre personnalité, à votre façon de voir le management et bien évidemment à la projection que vous faites de votre projet professionnel et de la posture que vous allez avoir dans ce projet professionnel. Donc, sur les réalisations probantes, puisque je rebondis sur la question qui a été posée, oui, en fait, il faut que vous vous appuyez sur votre expérience, pas forcément sur votre poste actuel. Moi, à titre d'exemple, avant, j'étais attachée de direction, et avant ça, j'étais juriste en marché public. Mais en fait, dans ma présentation, oui, j'ai eu les deux. J'ai même parlé un peu une histoire qui me liait à la sécurité sociale. C'était assez personnel quand même, parce que l'objectif, c'est que on n'ait pas tous les mêmes discours et que ça soit hyper spécifique et hyper adapté et qu'on se rappelle de vous parce qu'ils vont voir, je sais pas combien de candidats. Et l'objectif, c'est pas de faire du Molière et du Shakespeare, mais c'est surtout en fait de montrer que vous avez les capacités pour être agent de direction demain et de montrer ça par votre personnalité et aussi par votre expérience passée et ce que ça vous a apporté et comment ça a nourri votre projet d'aller à l'EN3S et de devenir agent de direction. Sur les questions techniques, parce qu'il y a une autre question, est-ce qu'aux oraux, ils posent des grand oral, ils posent des questions techniques? Alors, ça dépend. Moi, pour le coup, je n'en ai pas eu. C'était surtout des mises en situation managériale. Ouais, mais ça dépend des profils. Après, moi, j'étais ce qu'on appelle fosse interne avec une petite expérience pro. Donc, sans doute, ils m'attendaient davantage sur le management plutôt que sur mon expertise pro-technique-sociale. Mais je ne sais pas si ça peut arriver qu'ils posent des questions techniques. Peut-être je rebondis pour dire que la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur les oraux techniques pour le coup. Mais moi, j'ai pas eu de questions techniques non plus sur les 3C, vraiment des questions managériales pour le coup, de mise en situation. Moi, j'ai eu des questions techniques. Ah. Parce qu'en 3C, on arrive de l'externe et on ne passe pas l'écrit de protection sociale. Et donc, les premières questions ont été des questions très directes et très techniques de protection sociale, sur les dépenses de la sécurité sociale, sur le taux de pauvreté, pour savoir si vraiment on a une connaissance en fait de la protection sociale et si on s'y est intéressé, de la sécurité sociale, de son organisation. Et au-delà de ça, moi je venais du monde des ressources humaines, j'ai un profil ressources humaines. J'ai été interrogée sur les ressources humaines au sein de l'institution et notamment sur certains accords qui existent dans l'institution et notamment toute la partie liée aux rémunérations et politique de rémunération et la hiérarchie des postes. Voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. On m'a interrogé également sur les retraites, sur les réformes de retraite, voilà, sur pas mal de choses en lien avec la protection sociale. Donc, ça aussi, il faut s'y préparer. Et il faut avoir au moins, même si on ne sait pas, au moins une culture générale. Et ne pas hésiter à dire quand on ne sait pas et que finalement on passe ce concours pour aller à l'école et pour apprendre ces éléments-là et que ce sont des éléments qui intéressent, il faut avoir à minima un vernis. Pour les externes, alors moi aussi, on m'a posé des questions techniques. Pas tous les externes ont eu des questions techniques, visiblement. Mais pour moi, ça a dû prendre quand même 10 minutes des 30 minutes, ce qui représente quand même, c'est assez important. Et j'ai aussi eu des questions, une mise en situation, des questions sur la motivation, donc ce qui est assez classique, et puis pas mal de questions sur la personnalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le jury, il a un format Et avant tellement libre. d'aller dans le dur sur les questions, peut-être les externes sur la présentation, est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu pour vous sur la présentation des 10 minutes? Si on n'a pas encore eu le temps de l'aborder. Oui, puisque donc le format est globalement assez similaire à ceux des internes, avec moi j'avais fait une présentation au début assez voilà, des expériences plutôt académiques, et puis ensuite j'avais puisque je n'avais pas eu d'expérience managériale en précédente, j'avais pris j'avais pensé à des expériences que j'avais déjà réalisées dans le monde professionnel, essayer de faire des liens avec les organismes de sécurité sociale et surtout mon futur positionnement en tant que manager stratégique. Donc après, là, c'est très personnel parce que
Il faut avoir assez de recul sur ces expériences, mais c'est ça qui fait, je pense, la richesse de votre projet, c'est votre capacité à pouvoir transférer des compétences ou des connaissances que vous avez acquises dans le passé dans le monde des organismes de la sécurité sociale. Et j'ajouterai également donc une autre partie que j'avais réalisée sur comment je me projetais. Il me semble pas que je m'étais projetée vraiment très précisément sur un poste, mais j'avais quand même peut-être évoqué le fait que j'étais assez ouverte à différents organismes, etc. Et peut-être un secteur, mais je n'ai plus la connaissance. Mais en tout cas, je pense qu'on vous en tiendra moins rigueur si vous avez pas un poste en tête en tant qu'externe. Par contre, si vous en avez un, je pense qu'ils vous attendront dessus, ils vous poseront des questions. Donc, il faut bien avoir connaissance du poste que vous allez indiquer. Et puis juste en complément, il faut que votre discours soit incarné, parce que pour les externes et sans doute pour les autres aussi, il y a des parties qui se répètent. Le parcours universitaire, tout le monde est obligé de passer par là, sauf quelques exceptions, mais c'est assez important quand même de le répéter. Et sur ce point-là, sur les motivations, alors il y a plusieurs façons d'incarner un discours, ou alors vous laissez des parties d'improvisation de 30 secondes, par exemple. Moi, je suis franco-égyptien, du coup, je m'étais laissé 30 secondes pour parler de la sécurité sociale en Égypte, où là, vraiment, j'ai essayé d'incarner le discours, de porter des valeurs, ou en tout cas un message fort à destination du jury. Ou alors, pendant tout le discours, vous essayez de l'incarner, c'est plus compliqué, surtout quand il y a des parties un peu mécaniques. Mais je pense que la technique de, dans chaque partie, faire une sous-partie où vraiment vous vous laissez un peu, vous laissez votre prose s'exprimer sans non plus faire du Molière, comme disait Lisa. Mais c'est important d'incarner le discours, surtout sur le côté motivation. Moi, j'avais mis le paragraphe motivation en dernier, j'avais fait parcours universitaire, puis expérience et compétences, et à la fin motivation. Et le côté motivation, ça peut parfois être un peu bateau, en mode oui, la solidarité, j'aime beaucoup. Bon, faut essayer d'incarner. Moi, j'avais cité Pierre Larocque. Si vous vous sentez à l'aise avec ces citations, ça peut le faire. Si vous vous sentez pas à l'aise, essayez de l'incarner différemment. Et Vas-y. Non, vas-y. c'est juste dans le discours, en fait, ça sert à rien d'inventer des choses parce que ils vont voir, enfin, le jury vont le repérer directement et ils vont le voir et ils vont tomber dessus avec des questions pièges et en fait, ils vont vous mettre face à votre, pas, oui, à votre manque d'honnêteté. Et c'est pour ça que ben, j'ai fait l'expérience, c'est-à-dire que moi, j'avais très peu managé, donc interne. Et en fait, j'ai pas dit dans mon discours que le management, j'adorais ça, mais par contre, je l'avais plutôt tourné du style, ben, en fait, moi, mes attentes vis-à-vis de l'école, c'est d'éprouver mon management et de trouver le style de management que j'aimerais incarner. Et ça, voilà, il faut être honnête et le plus transparent possible parce que sans ça, vous risquez de passer à côté. Et ils vont le repérer et enfin, ils aiment pas trop ça, je pense. C'est complètement ce que j'allais dire. Il faut être honnête, il faut que vous soyez vous-même et en même temps, il faut essayer d'incarner. C'est ce que disait Georges. Ils vont voir plein de gens. Je suis pas tout à fait d'accord avec Ellie, mais après, chacun fera son. Moi, je pense qu'un discours de 10 minutes qui doit durer moins de 10 minutes, il faut quasiment l'apprendre par cœur. Alors après, c'est très personnel. Je pense qu'il faut suffisamment le savoir par cœur pour pouvoir peut-être s'en échapper un petit peu au moment du grand oral. Complètement. Mais en tout cas, à titre personnel, moi, je l'ai vraiment appris par cœur, par cœur, par cœur. Je l'ai répété le plus possible. Euh, alors c'est pareil, en troisième concours, c'est un petit peu particulier, mais il y en a aussi ce soir. C'est important de partir, je pense, de votre vécu et de montrer dans ce que vous avez vécu, dans vos expériences professionnelles, ce qui font de vous, ce qui pourrait faire de vous un bon manager ou un bon agent de direction. Moi, j'ai vraiment pris des exemples sur ce que j'ai fait et je me suis dit, bah, là, j'ai appris l'art de la négociation, là, j'ai appris l'encadrement, là, j'ai appris la capacité d'être force de proposition et je l'ai incarné en disant que je me disais que ça pouvait servir dans mon futur poste de manager. Donc c'est important. C'est important de l'incarner, mais vraiment, je pense qu'il faut, alors à moins que vous maîtrisiez l'art oratoire vraiment et que vous soyez à l'aise, dites-vous que le jour de l'oral, vous serez stressé, très stressé, que quand on est stressé, on parle vite, et que, à mon avis, plus on maîtrise son discours et plus on va être à l'aise avec et plus on va pouvoir ne pas parler comme un robot et pouvoir justement l'incarner suffisamment, quoi. Oui, tout à fait. Et ça fait le lien, peu importe finalement, à la fois de donner un exemple de ce que vous avez fait pour pouvoir illustrer une compétence acquise et illustrer votre parcours professionnel. Et on l'a pas assez dit,
mais peu importe votre concours, c'est interdit de lire ces notes pour le grand oral. Voilà, Absolument. c'est que vous ayez appris par cœur ou pas, ça, c'est vous regardez le jury droit dans les yeux pendant les 10 minutes, et ça, c'est un impératif absolu, sinon c'est rédhibitoire. Faites attention aux durées de chaque partie quand vous faites un plan. Par exemple, présentation de vous, expérience professionnelle, parcours étudiant, motivation, vision du métier d'agent de direction et par exemple réalisation d'un stage probant, etc. Il faut que chaque partie soit bien calibrée. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une partie qui en écrase trois autres. Ce qui s'est passé pour certains collègues, où en fait, sur 5-6 minutes sur 10, ils avaient l'explication de leurs expériences professionnelles précédentes. Non, c'est pas ça qu'on attend de vous. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit à 2 minutes 30 chaque bloc, hein, bien sûr, mais il faut vraiment que ce soit équilibré, on va dire, entre vos parties. Voilà. Pour que ça soit aussi fluide d'ailleurs, parce que derrière, en fait, vous allez chercher naturellement des transitions entre vos parties. Vous n'allez pas dire, alors petit 1, je vous parle de ça, alors là, on passe au petit 2, etc. Non, il faut que ce soit naturel aussi. Mais il faut effectivement que ce soit équilibré pour justement trouver ces transitions et capter l'attention du jury et garder aussi son intérêt pour vous. Et Parfait. d'ailleurs, Et puis, n'hésitez pas. vas-y, Chanel. Excuse-moi, Elric. Non, non, vas-y. N'hésitez pas à présenter quand même en amont les parties, dire je vais parler de ça, ensuite ça et ensuite de ça, parce qu'en fait, comme ça, votre jury, il sait où il en est, parce que il faut se mettre à la place du jury. En fait, s'ils savent pas votre raisonnement, ils vont se sentir un peu perdus et donc ça permet de structurer votre discours aussi. Tout à fait. Très bien. Et donc, on va passer du coup à la partie sur les mises en situation managériale. Et j'ai peut-être juste commencé sur le fait que c'est pas systématique parce que pas tous les candidats en ont eu. Enfin, moi qui était déjà manager stratégique, j'ai pas eu de mise en situation managériale. Lisa, Ellie, vous voulez dire un mot là-dessus Pour ma part, comme je l'ai déjà dit, j'étais une fois interne avec une petite expérience managériale, mais vraiment toute petite, avec une toute petite équipe de secrétariat, donc, autant vous dire insignifiant. Et je n'ai eu que des mises en situation managériale. Voilà. Et, qui étaient parfois déstabilisantes, parce que les questions peuvent parfois paraître assez absurdes. Et je pense qu'elles sont posées dans le but de vous déstabiliser et de voir la manière dont vous réagissez face à l'absurdité. Donc, si j'ai un conseil, c'est qu'il faut prendre du recul et enlever le stress et répondre avec une forme symétrique. Voilà. C'est-à-dire, pareil, quoi, vous répondez, à la limite, vous répondez par une autre question. Et ça peut faire la différence parce que ce que ça démontre de vous, c'est que vous ne laissez pas happer par le stress ou alors face à une situation un peu étrange, vous ne vous laissez pas démonter et puis vous continuez, vous êtes en maîtrise. Voilà, et sur les mises en situation managériale, ce qui me paraît le plus important, c'est que peu importe les questions qu'on vous pose, il faut avoir une réponse qui soit structurée, ordonnée et toujours nuancée. C'est-à-dire que vous allez, en fait, ça va très vite. Donc, en très peu de temps, vous pouvez prendre le temps à la réflexion de laisser 1 ou à 2 secondes pour bien réfléchir à la question qui vous a été posée et de répondre de manière structurée, nuancée, ordonnée, avec une vision 300, enfin, dans la mesure du possible, assez globale de la situation qu'on vous expose, de façon à donner tous les éléments, toutes les dimensions. Et ensuite, ce qu'ils apprécient, c'est que vous puissiez donner votre position. Mais après avoir démontré que ce n'était pas manichéen, qu'il y avait plusieurs dimensions qu'il fallait prendre en compte, et compte tenu des éléments que vous avez, qu'on vous a donnés, en fait, vous vous positionnerez plutôt comme ça. Mais sans être assertif, mais toujours avec le tact et nuance. Absolument. Oui, alors pour les externes, vous aurez souvent 1 ou 2 mises en situation, pas plus, rarement plus. Moi, j'en ai eu une seule, c'était vous êtes responsable de la production et il y a un délai de traitement des dossiers qui est très très long. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, du coup, j'avais dit qu'il fallait mettre des priorités. Faut pas que la réponse, je reprends ce que disait Lisa, faut pas que la réponse par contre soit trop longue et essayez dans vos premières phrases de la réponse de donner déjà des éléments pour essayer de dire au jury, vous allez dans X ou X sens. C'est très important de rester nuancé, c'est vrai, mais ça signifie pas qu'il faut pas prendre position.
Et le jury il peut, dans un cas comme dans l'autre, vous reprocher le fait que vous ne prenez pas position alors que vous allez devenir manager, ou alors au contraire, que vous êtes trop direct, trop extrémiste, entre guillemets, dans votre réponse, et qu'il n'y a pas eu assez de temps de réflexion. Et oui, c'est très important. Vaut mieux une réponse courte avec 5 secondes pour réfléchir au début qu'une réponse qui fasse 30 secondes avec un plan que personne n'a demandé. Euh, Tout à l'heure, on disait qu'on peut répondre je ne sais pas. On n'a pas la réponse sur une question. Mais pour les mises en situation managériale, on ne peut pas dire je ne sais pas. Il faut répondre quelque chose. Alors, là, parce qu'il y a une question dans le chat, pour les mises en situation managériale, quelles sont les attentes du jury? Est-ce qu'il y a des mises en situation type qui reviennent? Merci. Alors, pour ma part, en tout cas, le concours, c'est aussi une question de chance. J'en ai pas eu. J'ai eu des questions sur mon ancien métier, donc forcément, c'est plus confort dans ces cas-là. Mais dans les oraux blancs, parce qu'on en a eu des oraux blancs, il y en avait plein. Et souvent, il y a des questions. Alors, il y a des questions qu'on peut préparer à l'avance. Par exemple, j'en ai une en tête, c'est vous avez deux agents. Donc, on vous expose la situation des deux agents. Généralement, on va vous dire, il y a un agent, par exemple, qui est très expérimenté, qui est très doué, il fait ses objectifs, voire plus. Puis vous en avez un qui est en cours d'apprentissage, il a des mauvais objectifs, enfin, il n'atteint pas ses objectifs, mais il s'améliore au fur et à mesure, etc. Vous avez un nombre de points à donner, vous le donnez à qui? Donc là, on ne peut pas dire je ne sais pas, mais derrière, en fait, vous allez dire bah, je vais prendre lui, par exemple, parce que si, ça, etc. Vous allez argumenter. Et là, c'est là où le jury, par exemple, peut vous dire mais vous êtes sûr de vous? Et là, il faut dire oui. Enfin, faut rester droit dans ses bottes. C'est ça la question de la déstabilisation aussi. Par contre, derrière, on peut aussi avoir des questions très déstabilisantes. Alors, on avait une qui a été posée dans les oraux blancs, c'est vous avez un agent qui vient vous voir, vous êtes manager stratégique ou agent de direction, qu'importe. Il vous dit qu'un de ses collègues sont très mauvais. Que faites-vous? Et là, vous êtes dans la mouise. Non, mais pour dire que voilà, il y a des questions des fois qui peuvent être vraiment très très déstabilisantes. Certains en auront, d'autres non. Donc c'est pour ça que c'est aussi une question de chance, il faut le rappeler. Oui, après, il n'y a pas il y a pas de situation managériale qui reviennent souvent, ça dépend, c'est aléatoire quand même. Je pense qu'il faut aussi. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mises en situation managériale parce que j'ai pas fait de management direct. J'ai pu le faire dans le cadre de l'associatif, mais je l'ai pas fait de manière directe. Donc, on est beaucoup venu me chercher sur le management. Euh, je pense que c'est important de dire aussi sur les questions de management, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Je rejoins ce que disait Ellie. Si je pense que c'est important de montrer au jury votre réflexion. N'hésitez pas à le faire de manière rapide, mais de réfléchir. Oui, dans ce cas-là, je pourrais faire ça, mais l'avantage c'est ça et l'inconvénient c'est ça. Là, je pourrais faire ça, l'avantage c'est ça, l'inconvénient c'est ça. Moi, j'ai beaucoup fait ça et ils veulent quand même une réponse. Donc moi, souvent, ils me disaient très bien, votre raisonnement est très bon. Par contre, qu'est-ce que vous faites? Très bien, on a compris les avantages, les inconvénients. Ils vont vous demander de trancher. Ça ne veut pas dire que si vous tranchez, c'est ce que disait Ellie, il faut que vous soyez. Je pense que la réflexion est très importante, mais quand vous tranchez, il faut que vous soyez sûr de vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, mais vous êtes sûr? Oui, dans ce cas-là, je ferai ça, en connaissant les inconvénients et en connaissant les avantages. Donc voilà, il n'y a pas forcément de noir ou blanc, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment important de garder du recul par rapport à ça sur les questions de management, je pense. Il y a un point important à noter, pardon, excuse-moi Céline. Euh, les questions vont vous poser le jury, c'est très important de les écouter. Pourquoi? Parce que, et c'est revenu dans plusieurs rapports du jury précédents, en fait, on peut vous poser une question, vous allez y répondre, et puis derrière, vous allez perdre le fil de la question à laquelle vous répondez. Ça m'est arrivé pour une question en particulier, j'ai donné une réponse, etc., qui n'était pas du tout celle attendue, du coup. La personne n'a pas hésité à me dire, mais vous n'avez pas répondu à la question. Là, on se sent bien con. Donc, ça, c'était dans les rapports précédents et aux oraux blancs, on avait aussi souvent ce type de cas de figure où, en fait, on ne répond pas à la question. Et alors ça, le jury, il déteste ça. Quand vous répondez pas précisément à la question posée, bah, même si vous fournissez une réponse et tout, mais quand vous allez trop loin, que vous détaillez trop, c'est pour ça aussi qu'il faut faire des réponses, comme disait Georges, des réponses courtes également. C'est pour pas se perdre. Parce que derrière, le jury, il va vous sanctionner, quoi. C'est... Sur la mise en situation? Oui, je vais simplement compléter aussi dans une mise en situation.
et pour rejoindre ce que disait Sébastien, c'est important de répondre à la question et d'apporter un premier élément de réponse. Si l'approfondissement n'est pas suffisant, le jury répond, ou en tout cas va vous relancer avec une autre question. Et ça, je pense que ça arrivait à pas mal d'entre nous. C'est-à-dire, on vous met en situation en disant, vous avez un collaborateur qui est en insuffisance professionnelle, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, vous pouvez dire, je l'accompagne pour qu'il progresse et qu'il acquiert les compétences. Il dit, oui, non, mais il n'acquiert pas les compétences, ça fait déjà 2 ans qu'on l'accompagne. Et donc, ils approfondissent aussi au fil de votre réflexion. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'aller bille en tête sur une réponse très, très construite, mais d'orienter la réponse. Et on peut, par exemple, dire, dans cette situation, c'est une situation que j'ai jamais vécue, je vais peut-être en parler dans un premier temps à mon manager. Le jury peut rebondir en disant, oui, mais votre manager n'est pas là. Donc, voilà, et ce qui sera important, c'est de voir comment vous rebondissez et quels sont vos premiers réflexes en termes de management. Il y a une question dans le fil de discussion. Pour les candidats externes, est-ce qu'ils insistent beaucoup sur les questions d'actualité? Alors, en ce qui me concerne, oui, il y a eu quelques questions. Parmi les questions techniques sur l'actualité, sur les rapports aussi, au sens large, actualité au sens large. J'en avais eu sur le rapport chargé produit de l'assurance maladie, sur la COG. Et puis 2 questions sur 2 réformes, mais j'ai plus le souvenir. Alors, pour les 3C, Manon n'est pas là. Donc, on est 3C cette année à la 65e. Manon n'est pas là, mais Manon avait une question sur la taxe Zuckman. Complètement d'actualité. Et sur les questions d'actualité, Chanel, ça fait la transition aussi avec notre partie sur les questions du jury. Il faut toujours garder en tête que on attend une réponse du futur agent de direction d'un organisme de protection sociale. Faut surtout pas tomber dans l'écueil d'avoir un avis politique finalement sur un débat public et garder une position administrative. Moi, j'ai eu des questions, par exemple, sur l'euthanasie active ou sur la PMA. Voilà, ça peut être déstabilisant. Il faut toujours garder sa posture de futur cadre dirigeant. Et donc moi, j'avais quand même une question d'actualité, mais elle portait donc sur les maisons France Santé, mais qui était aussi liée à mon expérience à la CEPAM de stage. Donc voilà, et moi, on m'avait clairement demandé de me positionner. On m'avait dit qu'est-ce que vous pensez en un mot, parce que c'était la dernière question des maisons France Santé. Et donc voilà, j'ai dû répondre. Et donc ils cherchent aussi à savoir si vous avez un esprit critique derrière, parce qu'en fait, la posture administrative, je suis d'accord, elle est absolument importante dans ce type de questions. Par contre, on attend de vous que vous sachiez aussi avoir une propre opinion basée après sur tout en prenant en compte ce besoin de neutralité. Mais c'est quand même important de pas essayer de toujours se cacher derrière des trop de nuances. Ça, j'ai l'impression que le jury n'aime pas trop ça. Et juste pour revenir sur les mises en situation, je pense quand même que, surtout en tant qu'externe, c'est important. Et même si vous ne pouvez pas toutes les préparer, essayez quand même d'avoir une petite liste de mises en situation typiques qui puissent arriver. On parlait du cas d'insuffisance professionnelle d'un agent ou d'un agent qui ne sent pas très bon. Ou, voilà, il y a vraiment un agent alcoolisé sur les lieux de travail. C'est vraiment des mises en situation très, très typiques qui peuvent tomber. Donc, agression sexuelle aussi, des choses comme ça. Moi, je sais que je tombais sur ça. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses que vous pouvez anticiper. Et aussi des choses un peu plus techniques, parce que j'ai aussi une question sur une réorganisation de service. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes responsable. Et donc, faut avoir quand même une certaine connaissance des organismes de sécurité sociale. On vous attend aussi là-dessus. Et donc, voilà, après, vous n'êtes pas obligé de décrire vraiment un plan d'action très précis. Voilà, il faut quand même avoir ce besoin de concision. Mais c'est important d'avoir quand même des éléments de réponse à apporter au jury. Pour rebondir sur ce que dit Chanel, connaissez-vous, parce que le jury va venir vous chercher sur ce que vous êtes. Si on parle un petit peu des questions du jury, moi j'ai exercé en libéral pendant 20 ans. La première question que j'ai eue, c'est quel rapport entretenez-vous avec l'autorité? Êtes-vous capable de gérer une hiérarchie? Êtes-vous capable, j'ai eu des questions du style, que faites-vous avec les ordres qu'on va vous donner s'ils ne sont pas bons? Et on me les a posés à moi et je pense pas qu'on soit beaucoup à les avoir eus parce que mon profil fait que c'est des questions qu'on voulait me poser. Donc, essayez de réfléchir aussi dans la présentation que vous allez faire, dans la lettre de motivation, là où le jury va venir vous chercher par rapport à votre profil et par rapport à ce que vous êtes et ce que vous avez traversé.
Je crois que Céline aussi a été beaucoup interrogée justement sur les questions, comme tu disais, de ressources humaines, parce que tu viens des ressources humaines, donc tu voulais vraiment te tester là-dessus. Et sur les 3C, en fait, ce qu'ils vont aller chercher, c'est le pourquoi de la réorientation professionnelle. Donc, il faut être très cohérent sur le parcours depuis le début et pourquoi on est là. Je pense que ça fait typiquement partie de notre profil et notre capacité à nous adapter dans un environnement nouveau et différent. Et pour les externes, c'est surtout, moi, ce qui est revenu, c'est la question de la légitimité, comment on s'impose alors qu'on est jeune, etc. Ça, faut préparer, il faut maîtriser des éléments de réponse à apporter au jury. Alors, il y a aussi la composition du jury à prendre en compte. Il y a Parce un que- arrêté d'ailleurs, hein. Faut que vous alliez voir l'arrêté de Ouais. composition du jury hein, qui est sorti ou va sortir. Parce que du coup, tu corrigeras hein, si je me trompe, il y avait 7 personnes dans le jury, il y avait 4 directeurs généraux, la vice-présidente du jury qui présidait le jury, une juriste et un psychologue. Pareil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont souvent, on va dire, c'est un terme anglais, c'est le même pattern, la même logique de fonctionner. Voilà. Souvent, c'est la juriste qui va poser les questions. Alors, pour le jury interne, hein, je parle. La juriste va poser des questions. Nous, c'était beaucoup sur la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, moi, on m'avait posé la question il y a un décret qui sort sur l'interdiction de rembourser des soins liés à une PMA. Donc, c'est un décret, un arrêté préfectoral. Voilà, c'était un arrêté préfectoral. Que faites-vous en tant qu'agent de direction? La hiérarchie des normes fait que tu n'en tiens pas compte parce que c'est remboursé dans la loi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la question de la juriste. Et en fait, il y aura aussi la question du psychologue, là où les questions d'ailleurs, parce qu'il peut en poser plusieurs. Alors le psychologue, lui, va faire office de tampon vert, tampon rouge. C'est-à-dire que son avis va être pris en compte par les agents de direction, par les directeurs généraux, pour savoir notamment voilà, ce qu'ils pensent, si ça colle avec la vie. Est-ce qu'on attend d'un agent de direction côté posture, on va dire psychologique, voilà, stabilité mentale peut-être aussi. Le pattern fait que la vice-présidente du jury va toujours clôturer, à vous poser une question. Alors, ça peut être une question sur des hobbies. Souvent, elle essaie de trouver des questions un peu atypiques qui sont données pour vous. Voilà, un peu un cadeau pour terminer sur quelque chose d'agréable. Voilà. Ou pas Alors, ou agréable. pas, d'ailleurs. ça dépend, voilà. Mais parce que derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jury, en fait, il se réunit. Enfin, il est déjà là, mais il va se dire bon, est-ce que vous le recrutez ou pas? En fait, la vice-présidente, voilà, elle a ses 4 DG, deux à gauche, deux à droite en général. Elle va dire à chacun est-ce que tu le recrutes ou pas? Voilà, s'il y a une majorité de oui, vous avez 15. S'il y a une majorité de non, vous avez 5. C'est comme ça que ça se passe en interne. Et c'est pour ça que souvent, ces dernières années, en tout cas, parce que c'est un jury assez récent, on a 30 à 40% de 5 sur 20 quand même. Ah oui. Et ouais, parce qu'en externe, C'est éliminatoire. c'est différent. C'est-à-dire que vous avez des notes qui peuvent être comprises entre 5 et on va dire 13. Nous, c'est pas le cas. On en a très très rarement des notes intermédiaires. Peut-être rappeler qu'en dessous de 6 et en dessous, c'est Ouais, une note en fait, éliminatoire. quand ils mettent 5, c'est qu'ils veulent pas que vous passiez le fleur. Même si vous avez des 20 sur 20 partout dans les écrits, les oraux techniques, en fait, ils vous mettent 5 parce qu'ils veulent pas de vous. Et ça arrive. Voilà. Très régulièrement. Ça arrive. Voilà. Reprendre pour finir, peut-être, je ne sais pas si vous avez encore des choses à compléter sur les questions. Moi, je dirais que les questions, elles fusent. C'est-à-dire que vous êtes avec un jury, 7 personnes. Donc, 7 personnes qui sont susceptibles de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, voire de vous poser des questions qui n'ont rien à voir et de passer très rapidement d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire d'un cas managérial à une connaissance sur l'institution, à un point de personnalité ou à vous provoquer sur un sujet. Donc, il faut, quand on arrive, je pense, être prêt à ça, être capable de rester solide, cohérent, posé, construit, et de ne pas se laisser déstabiliser par
par toutes ces questions, des personnes qui sont sorties de l'oral, qui étaient complètement déstabilisées et pensaient avoir été complètement à côté de la plaque, sont parmi nous dans la promotion. Donc, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, voilà, ça peut secouer et il faut s'y préparer. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Céline, sur les questions. Ça fuse, donc vous n'aurez pas le temps de jouer un rôle. Donc le plus important, c'est de rester soi-même. Et si on vient vous chercher, plus on est dur, plus c'est bon signe aussi quand même aussi. Voilà, donc vous dites pas, mon Dieu, je sais pas répondre, les questions sont très difficiles, c'est déstabilisant. Voilà, c'est aussi que le jury cherche à savoir maintenant où il va poser la note. Et ça, c'est pas forcément que ça s'est mal passé. Plus les questions sont exigeantes, des fois, c'est que plus ils ont des attentes et ils veulent vérifier jusqu'où vous êtes capable d'aller. Absolument. On passe se préparer au grand oral durant l'été. Ce qu'on peut dire sur la manière de bosser la présentation, de préparer les questions, comment on s'entraîne, tout en se reposant un peu parce que c'est l'été. Vous avez des conseils? Peut-être une erreur à ne pas faire, parce que je l'ai faite et je m'en suis beaucoup voulu. J'avais un trinôme. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que chacun se présentait, faisait son discours de 10 minutes et on faisait que ça. Mais que ça, que ça, que ça, tout l'été. Alors c'est bien parce que tu apprends ton discours, etc. Par contre, tu développes pas l'autre partie, les 20 minutes de questions-réponses. Ça, je l'ai fait 2 semaines avant de passer le grand oral. Je l'ai amèrement regretté. Donc un conseil, c'est effectivement, donc là, bon, on est au 1er juillet, donc il va falloir commencer effectivement à trouver un discours, à commencer à justement préparer les questions potentielles, voilà. Mais pas effectivement se focaliser que sur la première partie des 10 minutes. Ça, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. Voilà. Un conseil, c'est de pas, enfin, c'est pas je trouve pour ma part que c'est pas la même manière de se préparer au grand oral qu'aux écrits. Le grand oral, en fait, c'est un peu latent. C'est quand vous sentez l'énergie pour produire quelque chose parce que bah, vous êtes motivé, vous êtes reposé, en forme, etc. Et vous sentez c'est le moment, il faut y aller. Par contre, il faut vous écouter aussi. Et quand vous êtes épuisé parce que bah, vous y voyez plus clair, que vous en avez marre, bah, il ne faut pas hésiter à mettre la feuille sur le côté, à se vous reposer, à aller faire du sport, à sortir, à dormir, enfin bref, n'importe quel loisir qui vous plaira, mais il faut pas arriver épuisé sur les épreuves orales parce que en fait, vous allez, ça va se jouer beaucoup au mental. Enfin, c'est un concours hyper endurant. Et si vous êtes épuisé, et c'est arrivé à quelqu'un qui était avec moi dans mon groupe, et en fait, elle était brillante, mais seulement elle avait carburé, elle avait performé aux écrits, elle est arrivée épuisée sur les épreuves orales, et en fait, bah, elle n'a pas tenu, et ça s'est ressenti, et elle n'a pas eu une très bonne note au grand oral. Donc, je pense qu'il faut arriver en forme, et c'est une course de fond, et voilà, il faut savoir aussi s'écouter, prendre des temps de repos, faire autre chose, penser à autre chose et uniquement travailler sur votre grand oral quand ben, vous avez toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir y travailler de manière efficace et productive. Peut-être quelque chose qui se fait aussi pendant l'été où on relâche un petit peu, en tout cas au début d'été, la période dans laquelle vous êtes, c'est de s'intéresser à l'actualité, mais de manière assez. Moi, j'avais quelque chose, c'est que je regardais tous les matins APM News, Hospi Media, des choses comme ça, pour me tenir au courant des actualités, en tout cas sur la protection sociale, sur la santé, et un petit peu politique au sens large, mais sans pour autant être dans un mode de révision, en tout cas au début, justement pour, comme le disait Lisa, se reposer. C'est important de se reposer parce que à partir de mi-août, vous allez repartir plein pot. C'est quand même important de connaître bien sa présentation de 10 minutes, mais comme le disait Ellie, effectivement, de ne pas faire que ça. Mais c'est quand même le socle de base, hein, d'être capable de vous présenter en moins de 10 minutes, de bien connaître le sujet. Ça part de là, c'est-à-dire que si ça se passe pas bien, le reste, ça va être très compliqué. Mais donc de continuer à se tenir au courant, mais tout en relâchant un petit peu la pression, en lisant les rapports qui sortent. Vous allez voir les rapports de la Cour des comptes, les rapports IGAS, les rapports. Il y a plein de rapports sur la protection sociale et en ce moment, il y en a plein. Les retraites, le financement de la protection sociale. C'est toujours un sujet, mais c'est presque encore plus un sujet en ce moment. Donc de se tenir au courant, voilà, tout en se reposant, mais en continuant à se tenir au courant de l'actualité. Oui, alors pour les externes, plus peut-être que pour les autres, vous passez plusieurs concours,
peut-être des 3S, peut-être des H, peut-être l'ENA avant. À part l'ENA, les autres se suivent. Du coup, au bout du troisième concours, vous êtes fatigué, reposez-vous bien. Moi, je m'étais mis 2-3 semaines de repos complet après le dernier concours. C'est super important parce qu'effectivement, si vous arrivez à l'oral fatigué, ça va se ressentir. Surtout si vous avez l'oral d'ailleurs en après-midi. Le matin, ça passe mieux que l'après-midi. En tout cas, c'est une expérience personnelle de ce point de vue. Et puis sinon, oui, c'est vrai, Elia a raison, c'est important de bosser les mises en situation, bosser les questions techniques, bosser l'actualité. Et déjà, ces trois éléments-là, et la motivation, ces quatre éléments-là, c'est l'essentiel quand même de l'oral. Donc oui, il faut bien les bosser. Vous pouvez vous faire des espèces de, pas forcément des fiches. Moi, je m'étais fait un dossier de 15 pages sur les mises en situation. Et puis, je crois qu'il y a un document Excel d'ailleurs qui circule avec des exemples de mise en situation. Peut-être qu'on va mettre en ligne un d'ailleurs cette année. Il est mis en ligne. Il est mis en ligne. Il est mis en ligne, ouais. Il est Ah, disponible. parfait. Voilà, du coup, peut-être le consulter, essayer de préparer déjà des éléments de réponse parce que c'est vrai que les mises en situation sont souvent les mêmes. Ouais, on a interrogé tous les élèves de la promo, en gros, pour savoir quelles questions ils avaient eues, quelles mises en situation ils avaient eues. Donc, c'est. Ouais. Et juste un petit conseil en complémentaire, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez appris votre grand oral, ne faites pas, enfin, ressassez pas votre grand oral enfin, tout le temps, constamment. Essayez d'évoquer des pistes que vous avez jamais encore réalisées. Voilà, s'il y a d'autres, les mises en situation, par exemple, c'est votre faiblesse, ayez quand même ce regard de vous dire, ah, ça, il faut vraiment que je le travaille parce que, en fait, des fois, surtout quand on est dans un stress, on sait que le grand oral, c'est le grand moment. On se concentre que sur les 10 premières minutes, alors qu'en réalité, les 10 premières minutes, c'est entre guillemets les plus faciles. Et c'est le après qui est beaucoup plus complexe. N'hésitez pas à vous faire accompagner par vos professeurs pour les externes ou même après enfin, d'autres accompagnants pardon, de toutes sortes pour pouvoir vraiment avoir ce regard sur vos lacunes, entre guillemets, et les travailler en amont. Deux petits conseils, ne pas hésiter. Alors moi, c'est ce qu'on m'avait dit, ça m'avait servi. Si vous connaissez des agents de direction ou si ne pas hésiter à envoyer un mail, à échanger. Moi, je connaissais un tout petit peu la directrice adjointe de la CPM de l'Hérault. Et bien, on a fait une visio de 2 heures. Elle m'a expliqué la transformation de l'assurance maladie, dont je ne connaissais rien. C'était vraiment très intéressant. Le deuxième petit conseil, le site de l'EN3S est très bien fait. Il y a plein de choses dessus. On passe tous en rendez-vous de l'actu, enfin pas tous, mais beaucoup passent en rendez-vous de l'actu, qui est un, un enregistrement de 20 minutes sur un sujet d'actualité. Souvent, c'est justement un sujet d'actualité on va dire qu'on va développer en 20 minutes, donc c'est assez concis. C'est vraiment intéressant, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a plein aussi de témoignages d'anciens élèves qui sont, moi je trouve, intéressants et pareil, qui permettent de le faire sans forcément avoir le cerveau complètement pris, mais juste de se balader sur le site. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes, euh, des dossiers, etc. Renseignez-vous aussi sur l'école, ce qu'on y fait, parce que ça peut être intéressant même enfin, dans les échanges avec le jury, de dire bah, il y a tel élément qui m'a particulièrement intéressé, c'est-à-dire ça peut être un rendez-vous lecture, ça peut être les trophées d'innovation que j'ai suivis voilà, via LinkedIn ou sur Internet, et qui permet de montrer aussi votre intérêt pour l'école, parce que c'est l'intérêt pour l'institution, mais aussi par ce passage à l'école qui sera important. Et pour bien se préparer, moi je dirais, il faudrait que votre présentation, vos 10 minutes de présentation, vous l'ayez fait dès maintenant, c'est-à-dire avant mi-juillet, que ce soit rédigé, vous ayez commencé à l'apprendre, quitte à le mettre de côté après un moment pendant l'été et revenir par la suite, parce que quand on y revient plus tard, on revient avec un œil neuf et on peut apporter quelques petits aménagements qu'on n'avait pas vus, parce que quand on a le nez dans le guidon, on n'y arrive plus. En tout cas, c'est quelque chose à préparer rapidement et surtout pas attendre le dernier moment. Ça me permet après de passer à autre chose, vraiment au reste des présentations, c'est-à-dire l'actualité et éventuellement des cas pratiques, vous entraîner sur d'autres choses, plus les épreuves techniques pour ceux qui ont des épreuves techniques orales. Pour les internes, n'hésitez pas à demander à vos agents de direction de vous faire des oraux blancs. Ça m'a été très utile parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de pas faire que les 10 minutes, mais aussi de préparer les 20 minutes suivantes. En fait, mon premier oral blanc avec mes agents de direction, ça a été une catastrophe.
C'était catastrophique. C'est là où je me suis rendu compte que, ah bah oui, j'avais pas bossé les questions qu'on pouvait me poser. Donc voilà, vous avez de la ressource, utilisez-les. Enfin, s'ils veulent bien sûr. Absolument. La dernière partie, peut-être les conseils pratiques. À moins qu'Elric, tu voulais. Elric, on t'entend oui. pas. Oui, c'était pour ceux qui sont hors prépa éventuellement et qui n'ont pas forcément de ressources. N'hésitez pas à prendre contact avec vos caisses locales, d'essayer de trouver l'adresse du secrétaire de direction pour dire que vous préparez le concours et que vous aimeriez bien soit faire une immersion, soit échanger sur la posture de l'agent de direction. Ce sera apprécié par le jury et ça va vraiment vous aider également. Absolument. Et on a une question sur les entraînements qui sont prévus par notre collectif. Oui, tout à fait. Nous allons proposer des euros blancs Alors, à la rentrée. il y aura des euros blancs proposés. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde. À voir aussi avec vos tutorés si vous avez des tutorés. Voilà. Mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum. Ouais. Et ça sera que à partir du moment où vous serez admissible. Bien sûr. On attend ce moment-là. Absolument. Les conseils pratiques, tenue, matériel à emporter. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Pas La trop. cravate. La cravate ou pas? C'est pas obligatoire. Oh, c'est pas obligatoire, non. Non, en fait. moi j'avais pas de cravate, mais là, oui, une tenue pro. Ouais. Enfin, ouais. Oui. Costume, quoi. Oui, une veste de costume, c'est quand même, en tout cas pour les hommes, oui. Et pour les filles aussi, Ouais. tailleur. T'es tous en costume de toute façon. Oui, mais pas forcément la cravate, hein, c'est pas une Oui, obligation. moi, de ce que j'ai vu, il y avait personne qui n'avait pas de costume. Si vous la portez bien, comme Georges, il faut prendre une cravate. C'est pas donné à tout le monde. Pas de chrono. Et être à hein, l'aise pour le grand dans oral. sa tenue. Être à l'aise dans sa tenue. Pas de chrono au grand oral, je crois qu'on a droit à la feuille, hein, donc on a droit à la présentation devant soi. Mais comme on vous l'a dit. On a droit à la montre aussi, mais pas la voilà, regarder, oui. quoi. Avoir Donc, un c'est œil ça. discret si Ouais. vous avez une montre. On a droit aux deux, mais il faut pas les regarder. Ouais, donc les prenez pas, quoi. Après, je trouve que c'est bien aussi d'essayer de se projeter sur la visualisation de la salle parce que c'est assez impressionnant et c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent être importants. De ne pas se laisser surprendre par ces petits détails. C'est en fait, vous rentrez, c'est quand même assez impressionnant parce que la salle est très très grande. Puis en fait, vous avez. C'est celle-ci? C'est celle-ci. Moi, je suis passé ici, moi. Pareil. Ici. Bah oui, Les moi aussi. était là. Donc les 7 comme là, hein, comme on est là, Voilà. et assis devant avec une table devant vous. Ça, et vous avez une toute petite table qui est faite pour vous et à laquelle vous allez devoir vous mettre. Et en fait, vous paraissez. C'est assez impressionnant parce que vous avez une ligne entière d'agents de direction qui vous donne l'impression d'être là pour vous torturer. Mais c'est pas vrai, ils étaient très agréables hein, parce que c'est pas non plus. Enfin, il faut quand même relativiser. Pour le coup, d'après les retours qu'on a eus et qui sont assez majoritaires, c'est qu'ils sont quand même assez agréables. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Donc là aussi, vous pouvez essayer de relativiser et de gérer votre stress avec ce paramètre-là, ça peut être aidant. Mais oui, de se visualiser, entrer dans la salle, je vais m'asseoir, ça va être assez impressionnant parce qu'ils sont une grande lignée de 7, ils vont me regarder m'asseoir, ils vont m'observer. Donc voilà, ça peut déstabiliser et c'est bien de l'avoir en tête. Sur la communication, très important, communication non verbale, qui représente de mémoire 60-70% de votre communication totale. Vous allez avoir 7 paires d'yeux qui vont vous scruter physiquement. Donc par exemple, tiens, passe-moi ton stylo. Faites pas ça. Non, mais faut pas un stylo. Non, mais je veux dire, tout ce qui est tic et toc, il faut Tic et tac. absolument que, tic et toc, tic et tac, il faut absolument les corriger. Pareil, On croise pas les bras comme ça. la table, ils vont voir en dessous vos pieds. Si vous faites ça, que vous tapez du pied, que vous prenez un stylo, que n'importe quoi, derrière, en fait, ils vont être focus que là-dessus. C'est C'est bon. terrible. Et après, ils vont penser qu'à ça. Ils vont pas vous écouter pour vos 10 minutes. Et puis derrière, ça montrera que vous êtes nerveux, que vous êtes déstabilisable, enfin, qu'importe. Mais voilà, il faut travailler sa posture physique, Et sa aussi communication non verbale. votre regard, ne regardez pas juste la personne qui vous pose la question, Absolument. regardez vraiment tout le monde, parce que c'est important.
Et même pour votre présentation, adressez-vous pas seulement au président ou à la présidente du jury, hein. Vraiment, regardez tout le monde. En fait, le but, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible, même si bon, je suis bien consciente que c'est pas forcément évident comme exercice. Surtout qu'à titre personnel, j'avais passé donc les épreuves techniques avant mon grand oral. Et en fait, quand on passe de 2 personnes à 7 personnes, du coup, bah c'est un peu déstabilisant. On est beaucoup plus à l'aise face à 2 personnes qu'à 7. Mais donc, essayez de, je sais pas, faire des exercices de visualisation, peut-être pour vous projeter sur cet exercice. Mais encore une fois, voilà, le but, c'est que ce soit le plus horizontal possible, que vous vous sentiez à l'aise. Et en fait, ça se voit. Et au final, ça sera que plus positif pour vous. Ça marche à l'envers aussi. C'est-à-dire que quand vous allez répondre à une question posée par un membre du jury, si vous répondez bien, parce que des fois il y a une réponse quand même qui est attendue, et qu'ils font ça, à peu près la moitié, bah, ça fait du bien, mine de rien. Voilà. Pas oublier, voilà, l'autre versant. Absolument. Est-ce que nous, ici, on a des choses à rajouter et est-ce que vous avez des questions en face? Parce qu'on est en train de terminer gentiment. J'ai Oui, envie et de avant dire- la réponse aux questions, on n'oublie pas parce qu'on est stressé, on dit bonjour et à la fin on dit merci et au revoir. Hein. Ça, on peut vite Absolument. oublier. Et mine de rien, ça compte. Hein. Exactement. Mm. Ah oui. Voilà, et souriez et soyez constructifs. Voilà, c'est important. Oui, et puis parfois on écrit bonjour dans la présentation. C'est pas utile de le répéter 3 fois parce que ça fait un peu factice quand même. Voilà. Si vous rentrez en disant bonjour, c'est pas la peine de le répéter. Voilà. C'est mieux. Oui, il vaut mieux le dire quand vous rentrez que quand vous commencez la présentation, auquel cas ça fait un peu Et puis pareil, c'est machinal. logique, mais vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir avant de vous asseoir. Donc, quelques éléments de bon sens, mais qu'il faut quand même rappeler parce que sous Bien l'effet du sûr. stress, des fois, on se rend pas compte, mais voilà. Donc ça, c'est juste logique, mais je préfère le rappeler. Peut-être rester humble aussi. Je dis parce que l'école, elle nous rabâche tout le temps sur cette notion, cette valeur, mais restez humble aussi dans votre discours et dans vos réponses aux questions posées. C'est une qualité qui est attendue pour un agent de direction. Oui, surtout pour les externes. Parfois, vous avez fait 2, 3 jours de stage en caisse. Ne donnez pas tout pendant la présentation. Si vous dites que vous savez tout, c'est un très mauvais signe et ils vont vous bombarder de questions après pour voir justement si c'était un artifice ou si c'était réel. Et moi, j'avais fait quelques jours de stage d'observation et j'avais fait exprès de placer la phrase «je ne sais pas tout» quelque part dans ma présentation. Je l'avais fait, alors il y a une façon de la faire. Il faut pas non plus que ce soit «je ne sais rien». Il faut bien montrer qu'on sait des choses tout en disant qu'on a conscience de nos limites. Voilà. Et en fait, si votre parcours est assez logique par rapport à cette phrase-là, bah oui, c'est très logique de la dire, en fait. Ça coule de source. Absolument. On n'a pas de questions dans le chat? Bon, ben merci tout le monde. Merci de vous être connectés. Et puis donc, donc 2 rappels. Donc ça a été enregistré, donc vous pourrez revoir si besoin hein, sur la chaîne YouTube. Et mercredi prochain, webinaire sur les orotechniques. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.